Salut. Alors aujourd'hui, je voulais parler de l'étoile de David. Faut savoir que l'étoile de David, ça a été repris la communauté juive, de la confession juive, peu importe comment les gens peuvent les nommer. Mais disons, voilà. C'est pour ça que sur le drapeau d'Israël, il y a le, il y a l'étoile de David. Ils appellent ça comme ça. Mais il faut savoir que l'étoile de David a été ça a été repris en fait de tout ce qui est spirituel en fait. À la base, c'est pas un symbole juif, tout comme la main de Fatma. Elle est pas liée aux musulmans. En fait, la main de Fatma, c'est plutôt quelque chose pour rejeter le mauvais œil, par exemple. Et donc, pour revenir sur l'étoile de David, c'est surtout ça que je voulais parler du sujet. L'étoile de David, quand on regarde, il y a deux triangles, un qui est vers le haut et un qui est vers le bas. Ça peut représenter à la fois la partie féminine, celle qui pointe vers le bas, et celle qui pointe vers le haut, le côté masculin. Et le côté masculin, c'est le feu et l'air. Et le côté féminin, ça va être plutôt le côté terre et le côté eau. Donc en gros, le feu a besoin d'air pour brûler, et la terre a besoin d'eau pour faire pousser des choses. Mais pour créer une planète, une terre, si je puis dire, il faut les deux éléments. Euh, dans Jung, il dit on a une partie féminine et une partie masculine. Donc le côté masculin, ça va être plutôt le côté mouvement, le côté action, etc. Alors que le côté féminin, ça va être plutôt de la sensualité, le côté un peu euh, émotionnel, etc. Je dis pas que le côté masculin, c'est le côté brutal, etc. Rien à voir. C'est plutôt un côté plutôt mouvement, plutôt un côté faire les choses, plutôt un côté chaleureux. Alors que le côté féminin, c'est plus un côté lunaire, plutôt froid. Alors que le côté masculin, c'est plutôt un côté chaud, mouvement, chaleur, etc. Et pour l'étoile de David, comme on peut voir, il y a les quatre éléments, donc avec les deux triangles que j'ai expliqués, côté masculin, féminin, avec le, le feu, l'air, l'eau et la terre. Mais quand on regarde comment on les fusionne tous les deux pour donner l'étoile de David, on peut voir il y a six branches. Enfin, il y a six triangles. Et ces six triangles-là, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent le feu, l'eau, la terre et l'air, si je me trompe pas trop. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Et après, les deux autres, parce que là, il y en a 4 sur 6, et les autres éléments, ça va être l'éther, le côté électrique, le côté conscience, le côté intelligence, en fait, et le dernier, le triangle, c'est la foi. Donc, en fait, euh, si tu as les quatre éléments, mais qu'il n'y a pas l'éther, comment les éléments peuvent avoir l'intelligence? D'accord? Comment l'intelligence peut, euh, comment dire, utiliser les éléments? Par exemple, tu prends de l'eau, tu vas arroser la terre. Donc tu vas utiliser on va dire le principe masculin en quelque sorte. Donc tu vas prendre de l'eau, tu vas arroser la terre. Mais tu as besoin du soleil, donc au côté masculin, pour que la plante reçoive le soleil. Donc quand Jésus disait, quand vous mangez ce pain, c'est vous mangez mon corps, c'est en fait il expliquait que c'est par la sueur de son front, il a cultivé le blé, le soleil qui peut être une représentation masculine, qui est les rayons du soleil qui peut être représenté par, on va dire, les semences, hein, et donc une femme peut être représentée aussi par une planète qui est ensemencée par justement le soleil, par les rayons du soleil. Et donc quand Jésus dit, qui partage champagne, il dit que quand vous mangez ce pain, c'est que vous mangez mon corps, c'est qu'il a travaillé la terre pour que le blé devienne, après ils vont écraser le blé pour donner de la farine et après du pain. Et donc en fait, c'est une hyperbole, je sais plus le nom exact. En gros, ce qu'il veut faire comprendre, c'est par l'action et le travail de son corps qu'il a donné ce pain. Et donc en fait, c'est comme s'il mangeait son corps, mais c'est pas vraiment son corps. C'est, disons que les rayons du soleil ont nourri le blé, etc., qui a utilisé justement les quatre éléments, parce que la terre en a besoin côté masculin, féminin, et le côté eau qui va être féminin aussi. Et ensuite, il y a le côté air qui va donner de l'oxygène côté masculin à la plante, et le côté feu, le soleil, qui va donner le côté chaleur à la plante pour qu'elle pousse. Et donc ouais, pour revenir, donc du coup, c'est un peu, je pars un peu dans tous les sens, mais j'essaie de rester un peu euh, focalisé sur l'objectif. Et donc, les quatre éléments tout seuls, s'il n'y a pas l'éther, l'intelligence, mais ça va rien. En gros, imaginons une planète sans animaux, il n'y aura que des plantes.
bah en fait, bah les plantes vont pousser, etc. C'est ce qui s'est passé où il y a des millions d'années, il y avait quasiment pas d'insectes, il y avait que des plantes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah il y avait trop d'oxygène dans l'atmosphère. Après, il y a des insectes qui sont arrivés. Il y avait des mille pattes qui faisaient plus d'un mètre de long, voire plus. Des libellules qui limite faisaient 50 centimètres en taille, parce que justement, plus il y a d'oxygène dans l'atmosphère, plus les insectes deviennent gros. Mais c'est pas le sujet. Et donc en fait, ça devient une planète en fait un peu, si je dirais, inerte. C'est-à-dire s'il n'y a pas l'intelligence qui contrôle ces éléments, la chaleur, l'eau, la terre, euh, la chaleur, parce que bah une plante tu la fous à l'ombre, tu lui donnes pas d'eau, et rien du tout, enfin tu le fous juste dans la terre et tu lui donnes pas d'eau, pas de soleil, bah elle crève. Tu le mets de la terre, tu la fous au soleil, elle crève aussi parce qu'elle a pas d'eau. Il lui faut tous les éléments. En fait, il lui faut la terre, l'eau, l'oxygène, parce que bah si tu le coupes l'oxygène, pareil, elle va crever. Donc voilà. Donc s'il n'y a pas l'intelligence, ben les quatre éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, ne servent à rien. Et la foi, la foi, ça va être la foi en ces éléments. Donc en gros, si tu n'as pas la foi en ces éléments dans ta propre intelligence de ce que tu vas créer dans le monde matériel, parce que ton intelligence c'est comme un ordinateur quantique. Tout se fait dans ton esprit, mais ça reste quantique. C'est pas créé dans la matière. En fait, tout ce que tu crées dans ton cerveau, tu peux tout imaginer ton cerveau, même créer des mondes entiers dans ton cerveau. Mais tant que tu le concrétises pas dans le monde réel, dans la matière, bah ça resterait dans ton esprit et ça prendra pas matière en fait. Faut savoir que euh, il y a la matière, il y a l'énergie et tout ça c'est lié. Par exemple, tout à l'heure j'étais en train de réfléchir sur les trous noirs. Les trous noirs, par exemple, quand un trou noir absorbe une planète, bah, le trou noir va utiliser la gravité pour justement, en utilisant la gravité tellement il est massif en fait, il va utiliser la gravité en fait pour chauffer, brûler en fait la matière pour la transformer en énergie. Et après, une fois que le trou noir s'évapore, il y a un rayonnement Dawkins qui va se créer. Ce qu'il faut savoir, moi, la question que je me pose, on appelle les trous noirs comme des aspirateurs cosmiques. Mais euh, l'énergie, ok, il va produire de l'énergie, etc. Mais l'énergie, d'après Einstein, l'énergie n'est pas perdue, elle est transformée. Donc, ok, il a créé de l'énergie. Mais il y a un nombre de matières définies dans la Voie lactée, hein, on va plus parler de la Voie lactée, de notre propre galaxie, on va pas parler de toutes les autres galaxies. Mais ma théorie, c'est que les trous noirs, quand ils vont absorber la matière, il faut bien qu'il y ait quelque chose derrière. Parce que si au bout de toutes les étoiles, bon, certaines étoiles ne deviennent pas des trous noirs, il y en a certaines qui deviennent des naines blanches. Il faut une certaine masse pour devenir un trou noir. Et donc, d'ailleurs, au milieu de notre galaxie, il y a un super trou noir qui fait tourner justement notre galaxie. Mais à la base, le trou noir, le super trou noir, la question que je me pose, est-ce que c'était pas une super étoile avant? Et donc la question qu'on peut se poser, c'est que toutes les galaxies qui sont autour, qui nous dit que il n'y avait pas un super système solaire, avec une étoile centrale, un gros soleil énorme, un super soleil qui a peut-être duré quelques millions d'années, et qui a explosé. Et nous on appelle ça le Big Bang. Mais alors qu'à la base, il y avait la matière, etc. Et donc il y avait des super terres, des terres énormes qui faisaient même 1 milliard de fois Jupiter, par exemple, ou au Soleil, si vous voulez. Et on peut voir par exemple des étoiles comme MJ Majora, qui fait je sais plus combien de millions de fois le Soleil. C'est des étoiles massives, énormes. Et donc, d'ailleurs, pour la petite anecdote, les plus grosses étoiles, c'est eux qui vont créer des éléments extrêmement rares. Par exemple, plus une étoile est massive, plus elle va puiser dans des matériaux lourds dans le tableau périodique, par exemple l'uranium, etc. Et donc, bah, au début, bah, va cramer son hydrogène, après son hélium, etc., jusqu'à un effondrement parce que, bah, au bout d'un moment, il y a du fer, etc. Et donc, ça va créer un noyau et il y aura plus de fusion en fait nucléaire qui pourrait se faire. Et justement, soit ça se transforme en trou noir parce que l'étoile est trop grosse et donc bah, ça devient un trou noir, ou une naine blanche. Notre Soleil, lui, va devenir une naine blanche. Enfin, en théorie. On verra dans 5 milliards d'années. Non, on sera peut-être plus là. Si on détruit notre planète là-bas. Mais en théorie, si tout va bien, si l'être humain est pas trop con, dans le monde, l'être humain, s'il est intelligent et qu'il détruit pas la planète à tout va, bon après la planète a survie. Hein. Si nous on disparaît, la planète se porte bien. Elle se porterait même mieux.
Il y a eu déjà eu 5 extinctions de masse, donc bon, elle est repartie avec, je sais pas, enfin, je sais plus, 98% de vie, hein. Il reste que 2% de vie. Et à partir de 2% de vie, elle a réussi à recréer tous les mammifères, les millions d'animaux qui existent sur Terre. Donc nous, si on disparaît, etc., c'est pas grave. Il peut y avoir une extinction de masse comme les Jurassiques, la vie reprend. C'est pas un problème. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est que nous, en tant qu'espèce intelligente, si je puis dire, entre parenthèses, parce qu'il y a aussi des espèces intelligentes, hein, comme le dauphin, la baleine, etc., qui ont des langages sophistiqués que nous, on comprend pas, qui peuvent quand même communiquer à plusieurs kilomètres hein, de distance, les corbeaux qui peuvent parler, etc., et qui peuvent résoudre des problèmes, les souris, par exemple, dans les labyrinthes, une fois qu'on le met dans le labyrinthe et qu'on connaît bien le labyrinthe, bah, elle se rappelle, donc c'est une forme de mémoire et d'intelligence. On dit que les poissons n'ont pas d'intelligence, mais ils ont quand même une forme d'intelligence. C'est pareil pour tout animaux qui ont un système nerveux. Bon, après, certes, c'est pas une intelligence développée en disant que, je veux dire, un corbeau va pas faire des mathématiques et des choses comme ça, ou de l'art. Enfin, quoique, il y a quand même des éléphants qui font de l'art, hein, quand même. Et il y a certains éléphants qu'on les a entraînés et ils arrivent à peindre. C'est comme le gorille qui avait appris le langage des signes, bien que c'était limité en termes de vocabulaire, mais il avait quand même appris le langage des signes et il a même essayé d'apprendre à ses congénères gorilles aussi le langage des signes, mais eux ne comprenaient pas. Euh, D'ailleurs, je m'éloigne un peu du sujet. Et donc, pour revenir un peu sur l'étoile de David, il faut avoir la foi des éléments qui nous entourent et de ne pas oublier notre principe masculin et féminin et d'avoir la foi aux éléments et de ne pas oublier que c'est nous sommes les terres, en fait, nous sommes l'intelligence en fait. Nous sommes, on fait partie des 6 piliers en fait, si je puis dire. Il y a les éléments, le feu, etc. Et donc tout ça c'est des éléments qu'on peut utiliser en fait. Euh, Par exemple, on va dire, la colère, on va plus le mettre sur la couleur rouge, le côté feu, etc. Mais le feu, en soi, chez les Esséniens, c'est quelque chose de vivant. Euh, c'est pas quelque chose de mort en fait pour les Esséniens. Euh, D'ailleurs, il y a un principe aussi chez les Solomon. Euh, bon, ça date, hein, mais il disait qu'en quoi il mettait une aiguille flottante sur de l'eau, et si le disciple il arrivait à faire bouger comment on appelle ça, la l'aiguille de l'eau, euh, c'est qu'il a réussi. Mais en fait, en théorie, c'est pas forcément vrai, parce qu'en fait, en posant une aiguille sur un petit flotteur, au bout d'une vingtaine, 30 minutes, l'aiguille va pointer, il me semble, vers le sud, si je me trompe pas. Donc l'aiguille va tourner. En fait, si vous êtes perdu, que vous n'avez pas de boussole, vous trouvez une petite flaque d'eau où il n'y a pas de mouvement d'eau ni rien. Vous posez une aiguille avec un petit flotteur et vous pouvez savoir où est le sud et où est le nord. Ou tout simplement, vous regardez le ciel. Si vous voyez la grande ours, vous savez que bah, c'est vers le sud. Et pareil pour le soleil. Vous regardez le soleil, vous savez qu'il se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest. Donc à partir de là, bah, vous pouvez savoir où vous êtes, quoi. Vous n'êtes pas perdu. Donc en fait, bah, vous suivez la direction du soleil en permanence. Tu vois, si vous n'avez pas de boussole, c'est vous paumez en fait. Donc vous suivez en fait une ligne du soleil ou les étoiles, comme les marins faisaient avant l'astrolabe. Euh, donc voilà. Et donc voilà, c'était surtout pour parler de l'étoile de David. Donc bah, il y a les 4 éléments hein, qui sont connus, mais beaucoup oublient les terres, hein, le côté intelligence et la foi. Et il faut avoir la foi dans les éléments. Les éléments, c'est ce qui donne la vie. Et l'intelligence aide justement ces 4 éléments justement à créer la vie et justement avoir la foi. En fait, la foi en quelque chose de plus grand que soi. Pas forcément Dieu, hein, mais croire, par exemple, je sais pas, croire en la nature, croire en quelque chose qui nous rend meilleurs. Pas quelque chose qui va nous enfoncer plus profond dans l'obscurité, on va dire, de l'être humain. Après, je dis pas que l'obscurité de l'être humain, de notre part sombre, etc., est mauvaise. Elle peut nous enseigner aussi de nombreuses choses. Par exemple, du fait de rester tout seul, des fois, c'est vrai que c'est dur psychologiquement. Mais en restant seul, on apprend aussi beaucoup de choses sur nous-mêmes, en fait. On apprend, par exemple, on a des pensées, etc. Et si on se sociabilise pas, certes, et qu'on se coupe du monde, on aura des pensées, on va beaucoup développer notre imagination, en fait. Et on ne sera pas influencé par les autres. Euh, Faites un test. Vous allez prenez un groupe, donc un groupe d'amis, hein, je sais pas, vous êtes 5 ou 10, peu importe. Et bon, si vous êtes quelqu'un d'introverti, je comprends que vous voulez pas trop parler, mais si vous êtes extraverti, essayez.
vous parlez, vous répondez hein, éventuellement un petit peu aux gens, mais vous passez, on va dire, 90% du temps à observer. Et vous verrez qu'il y a un effet d'intelligence collective qui va se créer. Les gens vont se parler entre eux, ils vont se parler de sujets, ils vont se renvoyer des sujets, etc. Et vous regardez comment ça s'articule en fait. Et vous verrez qu'il y a forcément quelqu'un, il y a forcément un qui va être inconsciemment être le chef de groupe. C'est naturel. Nous sommes des animaux grégaires, et donc c'est naturel. Et donc, observer le groupe. Et donc, après, ce qui se passe dans le groupe, c'est qu'il va y avoir des pensées après communes. C'est-à-dire que bah, tout le monde va être d'accord sur un sujet, mais c'est pas parce que tout le monde est d'accord sur un sujet qu'il est forcément vrai. Par exemple, actuellement, sur par exemple, des sujets mathématiques, par exemple, quand on pensait que la Terre était à la place du Soleil, qui était au centre, on avait créé des dessins pour imaginer des planètes qui tournaient autour et des machins qui étaient hyper compliqués et tout, alors que c'était super simple. Le Soleil était au centre parce qu'il était beaucoup plus gros. D'ailleurs, on peut remercier, comment il s'appelle, Newton, par exemple, aussi avec sa gravité, qui nous a beaucoup aidé, mais qui nous dit que dans son temps, l'équation de Newton, est fausse, enfin est vraie, pardon. Peut-être qu'on va trouver quelque chose de plus précis en fait, de mieux. C'est comme la science en fait, la physique, etc. Elle évolue avec le temps. Donc ce qui nous paraît juste aujourd'hui sera faux peut-être demain. Donc en fait, il ne faut pas prendre pour acquis quelque chose de vrai. Et donc même si c'est vrai actuellement, vous êtes sûr, admettons à 100%, moi je préfère dire que je suis sûr à 99%. Je laisse toujours 1% de doute. Parce que je me dis, au moins ce doute-là, même si j'ai 1% de doute, au moins je vérifie cette théorie. Même si elle me paraît vraie, je la teste, je la reteste sur plusieurs scénarios pour voir si c'est bon, si ça tient la route, etc. C'est comme la matière noire. Quand on prend comment on appelle ça des simulateurs. Quand on prend des simulateurs et qu'on prend pas la matière noire, et ben la simulation du système solaire ne fonctionne pas. Et on n'arrive pas à expliquer la matière noire. Qu'est-ce que c'est quoi C'est de l'eau. Pour moi, ma théorie, ce serait que ce serait lié à l'espace-temps et que l'espace-temps, ce serait un peu comme une forme d'eau en fait. Et quand on met quelque chose dans l'eau, bah ça fait un trou dans l'eau, on va dire en quelque sorte. Bon après l'eau, elle va pas monter parce qu'on n'est pas dans une baignoire. La galaxie, elle gonfle, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Mais je pense qu'au bout d'un moment, elle va tellement ralentir qu'au bout d'un moment, elle va s'arrêter de grandir. Et à partir de ce moment-là, quand elle va arrêter de grandir, d'ailleurs, si on va de l'autre côté justement de euh, cette bulle, comment dirais-je, de la galaxie, l'autre côté, enfin, c'est ma théorie en tout cas, je pense, il n'y a pas de temps. Et s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de matière. Parce que le temps et la matière, l'espace-temps, tout ça, c'est lié. Et donc, au bout d'un moment, bah, la galaxie va arrêter de gonfler et donc bah, il va soit l'univers va se recontracter en lui-même et recréer après une grosse étoile énorme comme au début. Et après, bah, il y aura un début de Big Bang. Mais peut-être que toutes les galaxies qui existent actuellement, c'était peut-être un seul système qui existait. Et nous, on appelle ça le Big Bang. Mais Big Bang, on ne sait pas en fait ce qu'il y avait avant le Big Bang et comment ça a pu arriver. Peut-être que le Big Bang est déjà arrivé plusieurs fois en fait et qu'en fait que c'est un cycle qui tourne en boucle et en fait bah ça grandit, après ça rétrécit, ça redevient le Big Bang, ça explose, ça redevient les particules élémentaires, etc. Ça recrée les atomes, etc. Et après ça regrossit, etc. Ça recrée plein d'autres galaxies, etc. D'ailleurs, il faut savoir que il me semble que c'est dans plusieurs milliards d'années, hein, je ne sais plus le chiffre exact, mais Andromeda, la galaxie la plus proche, va nous heurter, va heurter la Voie lactée. Et donc, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il y aura une danse cosmique qui va se créer, il y aura des étoiles qui vont entrechoquer, ce sera vraiment le chaos, mais au bout d'un moment, il y aura une harmonisation des deux galaxies. Et donc, bah, si toutes les galaxies se réunissent, bah, au bout d'un moment, ils vont tous se regrouper, en fait, je pense. Enfin, ma théorie, c'est ça. C'est que toutes les galaxies vont se regrouper entre elles. Au bout d'un moment, il va rester plus qu'une seule galaxie. Et à partir de là, elle va se concentrer, il va devenir un point ultra chaud, et il va recréer un autre Big Bang. Mais je peux pas oublier aussi l'aspect, c'est pas parce qu'on voit pas quelque chose qui n'existe pas. Peut-être que c'est peut-être, je sais pas, un monde, un anti-monde qui existe, qui est caché au nôtre,
Et donc, comme l'antimatière, etc. Donc, il y a un anti-monde qui existe peut-être, et que ces deux, notre monde qui va être le côté positif et l'anti-monde qui va être le côté négatif, coexistent. Et donc, l'énergie, par exemple, des trous noirs, peut-être qu'il est envoyé dans l'anti-monde, et que ça va, pardon, nous, ce qu'on voit à nous, c'est des trous noirs, peut-être que eux voient une étoile. Et inversement. Les étoiles, eux, pour eux, c'est un trou noir. Voilà, des choses comme ça. Ou par exemple, les planètes, bah ça, je sais pas trop, par contre. Peut-être qu'ils vont, ou ils voient aussi une autre planète, mais peut-être autre chose. Bon. J'ai même aussi imaginé aussi si la gravité était inversée. Par exemple, au lieu d'attirer les objets, elle éloignerait les objets. Un anti-graviton, par exemple. Comment l'univers serait avec un anti-graviton. Bon là j'ai parlé pendant 20 minutes juste parce que je voulais parler de l'étoile de David, mais voilà. C'est plein de pistes de réflexion, et tout, etc. Donc là, pour petit passage, comme ça, je vais vous montrer un peu ce que je me suis acheté. Voilà, je me suis acheté ce livre-là, hein, Epsilon, c'est sur l'IA. Voilà, j'aime beaucoup Epsilon, c'est sur l'IA, ça parle de sujets. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais voilà, ça traite de sujets. J'ai pris ce livre-là aussi, qui est la science aussi, la science du cerveau, pour Alzheimer, etc. Là, vous pouvez voir un peu les sujets qui sont traités. Euh, voilà, donc ça, c'est la science. J'ai acheté ce livre-là en occasion. Je l'ai payé 5 euros. Je me suis dit, c'est pas. À la base, il coûtait, je crois, 18 euros. Donc voilà, j'ai pris ça. Travail avec les archanges. Donc voilà, j'aime bien la spiritualité. Donc je me dis, ça peut être intéressant. Ensuite, je me suis acheté aussi. Après, j'ai les livres, j'ai encore 4 livres d'informatique qui sont dans ma chambre que j'ai pas fini de lire. J'ai aussi pris ça. Bon, c'est le numéro 9. Il me semble que j'ai le 1, le 2, ou le 2 et le 3, mais j'ai pas toute la collection. Donc j'ai pris ça. C'était à la caisse. Ça va coûter combien? 8 euros. Donc voilà, donc ça donne plein de petites informations sur les pierres, par exemple, comme c'est compliqué d'avoir un truc comme ça. Mais voilà, par exemple, là, ça va parler de cette pierre-là, et il explique un peu à quoi elle peut servir, etc. Et donc voilà, moi j'aime bien la lithothérapie, c'est une passion. Ensuite, je me suis pris, alors ça c'est des livres un peu plus anciens, c'est la science. Je me suis pris ce livre-là, il a 80 ans, 1945, il s'appelle Le zéro est infini. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Vraiment un vieux livre, hein. Il a 80 ans, voilà, il est pas en état, je veux dire, l'état, il est pas ouf, hein. On peut voir même les pages, ils sont un peu jaunies, hein. C'est vraiment, le livre, c'est une première édition. Je l'ai eu pour 1 euro en brocante. Enfin, c'est une brocante permanente. J'ai aussi acheté ce livre-là. J'en ai d'autres, hein. Les premiers hommes aussi que j'ai acheté. Bon, là, c'est ce livre-là avec les fourmis. C'est Bernard Werber, le livre Le secret des fourmis. Donc, ça que j'ai lu. Ça aussi, je me suis acheté ça. Euh, le règne des Illuminati, hein. Tout le monde parle de complot, de machin, de bidule. Je me suis dit pourquoi pas, allez, on va tester. On verra bien ce que ça va donner. Moi, je vois pas les Illuminati comme des personnes qui gouvernent le monde. Moi, je vois plutôt ça comme une société qui veulent qui prône justement le partage de connaissances. Et je me suis pris aussi le paradis perdu, la nature humaine. C'est un livre sociologique, euh, comme on peut dire derrière, à la différence de l'anthropologie, etc., de l'homme et l'animal. On veut comprendre ici l'articulation entre la biologie et l'anthropologie, etc. Bon, je vais pas tout lire, mais bon, si vous voulez lire, si vous voulez mettre pause et que vous voulez lire, voilà. C'est un livre, je sais pas, il date de quand ce livre-là, mais je l'ai eu à 1 euro, pareil. Il date de, je crois, alors le film, texte, il est 1962, si je me trompe pas. Ah non, c'est la chronique d'un été. Alors attends, on est quoi sur le paradis perdu? Alors le paradis perdu, ce qu'il est dedans? Hmm, L'homme et la mort, le cinéma où l'homme et l'imaginaire, sociologie contemporaine, l'an zéro et l'Allemagne, l'esprit du temps, commune en France, métamorphose, Claude Aimé, mai 1968, Brèche, la rumeur d'Orléans, politique autocritique, introduction de la politique. Non, c'est pas marqué. Euh, alors attends, peut-être que plus loin, c'est peut-être marqué. Ah ouais, 1973. Voilà. Donc c'est un livre assez ancien. Après, bon, je vais me déplacer, hein.
rapide. Bon, j'utilise mon fauteuil. Je sais pas si j'ai si mes livres sont encore là ou si je les ai rangés. Non, je les ai rangés. J'ai acheté aussi le premier homme, Les fourmis de Bernard Weber. Euh, je crois que j'ai acheté 5 livres de ce même éditeur, enfin ce même écrivain, pour voir, parce que bah, c'est un des écrivains que j'aime beaucoup. En plus, il sort énormément de livres. Donc bah, je me dis ça peut être plutôt cool. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais bon, pas mal de lectures. Ah oui, je me suis acheté, parce que ouais, j'ai acheté des trucs aussi. Euh, ah oui, je me suis acheté ça aussi en occasion. Voilà, c'est Ramsès. Euh, Après, bah, j'ai des CD de musique que j'ai acheté. Tu vois, par exemple, tu as Trust, 1 euro. Tu vois, avec tout, hein, jaquette et tout, le CD, bon, le CD il est dans ma Machinifi, mais le CD nickel et tout, il y a la notice. Pareil, j'ai d'autres. Et pareil, je m'amuse aussi à acheter des. Je sais pas vous si vous faites ça, mais je m'achète aussi les CD comme ça. Il est quasiment neuf. C'est des CD RW, donc réinscriptibles. Donc en fait, bah, ce que je fais, c'est que je copie mes musiques en format MP3. Et comme ça, je la fous dans ma Machinifi ou dans mon baladeur CD. Et bah, je peux me mettre une bonne centaine de musiques dessus en format MP3. Ou après, bah, je peux graver un CD original, CD que j'ai. Bah, par exemple, mes CD, là, je vais en sortir un. Bah, non, là, par exemple, bah, tiens, là, c'est le premier qui m'est sorti. Par exemple, celui-là, bah, je peux le copier et de l'avoir la qualité audio et de ne pas abîmer l'original. Euh, mais c'est surtout pour faire des copies de CD, de CD en MP3. Ah oui, j'ai trouvé ça aussi en occasion. Je crois qu'ils étaient à 2 euros. Les Rolling Stones de 1962. J'aime bien, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Pareil, encore un autre de Rolling Stone. Euh, il y a. Est-ce que celui-là. Ouais, j'ai aussi trouvé Corneille comme ça. Bon, après, je suis un peu. Bon, après, c'est pas trop grave. Mais moi, c'est le CD 1. En fait, dedans, il y a 2 CD. En fait, il y a 2 CD. Et en fait, il y a le disque 1, bah, il y a les musiques normales. Et avec les bonus tracks jusqu'à 16 musiques. Donc, c'est le CD 1. Et sur le disque 2, en fait, c'était les versions acoustiques. Et il y avait un bonus vidéo avec les clips. Avec classique, ensemble, rêve de star, mais il n'y a pas ce CD-là. Bon, il n'y a pas le disque 2, bon, c'est pas grave, j'ai payé 1 euro, mais j'ai quand même le CD 1 où il y a justement la voix du chanteur et le CD, il est, c'est un peu compliqué. Ouais, le CD, il est pas trop rayé, il est impeccable. Il y a quelques micro-rayures, mais sinon, ouais, il est impeccable. Il y a tout dedans. Euh, il y a quoi Ah oui, pour m'amuser, je me suis acheté ça aussi, Crazy Frog. Bon, il y a que 6 musiques dedans, mais je me dis, bon, c'est un truc super connu et tout. Et il m'a fait en gros, j'avais deux, comment dire, deux livres, bah, justement, Le Paradis perdu et le Zéro et Infini. Et j'avais 8 CD, dont deux CD RW CD RW que je peux réinscriptible, m'ont fait effaçable 1000 fois. Et il y a un DVD réinscriptible, mais je suis un peu déçu parce que j'ai pas regardé. Mais le DVD réinscriptible, il est un peu trop rayé. Donc bah, j'aurais dû le redéposer. Bon, après, bon, c'est 1 euro. Et en fait, j'ai pris aussi un CD. Est-ce que je vais sur à le choper? Alors, on va voir. Non, j'arrive pas à le choper. Ouais, en fait, j'avais pris aussi un autre CD de musique, un album. Et en fait, quand je l'ai ouvert, quand j'étais dans la voiture, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le CD. Et en fait, bah, je l'ai ramené directement parce qu'il n'y avait pas le CD. Et le mec, bah, il a jeté à la poubelle le CD avec justement la notice et la boîte. Et moi, je lui ai dit, bah, et il m'a rendu 1 euro. Et je lui dis, bah non, mais si tu jettes le CD, enfin la boîte avec bah, la notice et tout, bah non, jette-le pas, tu vois. Moi, je garde même la boîte avec sans CD. euh, Moi, ça me va, moi je récupère. Il allait le jeter, donc il est gratos. Et donc, je récupère 1 euro. J'aurais pu récupérer 1 euro sur le DVD RW parce que bah, il est trop rayé. Et donc, à la place des 2 euros que j'ai récupéré, au lieu de 10 euros, j'aurais dû payer 8 euros parce que bah, j'aurais déposé le DVD RW et bah, je me suis remboursé aussi l'album parce qu'il n'y a pas le CD. Et donc, bah, j'aurais pu récupérer 2 euros sur les 10 euros. Donc, ça m'aura fait 8 euros.
Et donc j'aurais peut-être pris 2 albums de musique en plus. Bon, il y avait beaucoup de chants marins, du classique, etc. Mais j'ai vu qu'il y avait le CD des L5. Bon, c'est peut-être un peu drôle pour certains parce que c'est pas trop pour les garçons. Où il y a même du Shakira. J'aurais apprécié 2 albums là. Je me dis comme ça, moi j'ai le droit d'auteur et bah, j'ai les CD originales. J'ai la qualité audio des CD et pas la qualité genre YouTube ou qualité MP3 quoi. C'est surtout pour la qualité. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, le CD c'était trop rayé, le DVD. Mais ouais, donc ouais, j'ai récupéré en fait le CD, la boîte vide sans le CD, bah m'a revenu, elle était gratuite. Et donc bah après j'ai essayé de télécharger justement les musiques de l'album pour les graver sur un CD vierge non réinscriptible pour avoir justement l'album parce que bah, j'ai acheté, hein, j'ai acheté la boîte, etc. etc. Mais c'est pas une copie, c'est pour moi personnellement, c'est pas pour partager, etc. Mais j'ai trouvé que la première musique. Donc bah, il n'y a pas les autres musiques en fait. Parce qu'en fait j'ai retourné le CD et après ouais, j'ai fait la liste de toutes les musiques et j'ai trouvé que la première musique. Et bah, je suis un peu déçu parce que bah, en fait bah, si j'aurais trouvé toutes les musiques de cet album-là sur YouTube et après bah, je l'aurais gravé, bah, ça m'aurait fait le CD. Bon certes j'aurais copié, ça aurait été du MP3 que j'aurais copié en format Wave sur le CD, en format audio quoi. Mais j'aurais eu l'album, enfin le CD, enfin la boîte et tout en original, sauf le CD bien sûr. Et bah j'ai le droit parce que bah j'ai acheté le CD. C'est comme par exemple ça, d'ailleurs j'adore cet album de musique là. Ce CD là, j'ai le droit de le copier pour moi. J'ai le droit de le copier sur un CD vierge, à condition que je le donne pas à quelqu'un d'autre le CD vierge, enfin le CD que je copie, ou vendre le CD que je copie. J'ai le droit de copier mes CD originales à des fins personnelles. Donc en gros, pour les gens qui sont, par exemple, qui reçoivent des lettres par rapport à Adopi, sachez que si vous avez les albums originaux, Adopi peut rien faire. Enfin, c'est plus Adopi maintenant, c'est Arcom. Euh, Adopi peut rien faire parce que bah, si vous avez le CD original chez vous, vous avez très bien le droit de télécharger les albums de musique. Euh, Vous avez très bien le droit de télécharger les albums que ce soit en format MP3, Wave ou FLAC ou je sais pas, peu importe le format, parce que vous avez le CD original. Et ça, vous avez le droit, parce que vous avez le CD original. C'est comme, par exemple, si vous avez le CD, le jeu, par exemple Pokémon sur Game Boy, vous avez le droit d'avoir la ROM du jeu, à condition que vous la modifiez pas. Que vous ne modifiez pas la ROM du jeu. Donc vous dénaturez pas le jeu de base. Donc si vous avez Pokémon rouge sur Game Boy, si vous l'avez en version originale chez vous, vous avez le droit d'avoir la ROM. Par exemple, pareil pour les jeux de 64, PS1, PS4, PS3, peu importe la console, du moment que vous avez l'original chez vous, vous avez le droit de télécharger les versions pour vous ou faire une copie. Et si vous n'arrivez pas, parce que des fois il y a des sécurités pour pas copier les CD, de toute façon, dans la loi, c'est ce qui est dit, de toute façon. Si vous avez l'original, justement, vous avez le droit de faire une copie à des fins personnelles. Par exemple, si je fais une copie de mes albums préférés, par exemple, bah, c'est pour pas abîmer, par exemple, mes CD originaux. Comme ça, mes CD originaux, bah, je les range dans un placard, je copie tous mes CD sur des CD vierges, non réinfectibles, et comme ça, j'utilise que les CD copiés que j'ai fait une copie dans ma chaîne IFI. Comme ça, si le CD gravé, et en plus, il n'y a pas de perte audio, donc il a la même qualité que le CD original. Et donc, si après le CD que j'ai copié, bah, il est trop rayé, bah, je peux toujours recopier sur le CD original. Mais par contre, si vous copiez le CD original et vous gardez la copie vierge et que vous revendez le CD original, là, vous êtes dans l'illégalité parce que vous avez la copie du CD, mais vous n'avez plus l'original. Donc là, c'est vous rentrez dans l'illégalité. Donc voilà. C'est pareil pour les DVD, hein, les films, etc. Si vous avez le DVD chez vous, le Blu-ray, peu importe, vous avez le droit de télécharger le film, etc. De toute façon, faut pas être stupide. Si vous avez un compte Netflix, il suffit de mettre le compte Netflix sur un PC portable ou un PC fixe, peu importe, et vous utilisez un logiciel, vous copiez votre écran, donc le temps que vous regardez votre série, et bah, vous enregistrez votre écran, et bah, après vous avez le fichier de la série ou du film. Donc après, bah, une fois que vous l'avez regardé, bon, ça prendra 1 heure et demie ou 50 minutes ou 3 quarts d'heure, tout dépend de la durée, mais disons que c'est pas vraiment du téléchargement, c'est de la copie de l'écran, et c'est pas vraiment du téléchargement en soi, parce que bah, tu as le compte Netflix. Donc,
Et avec ça, ils peuvent pas vous avoir, parce que vous visionnez le film. Et après, vous le copiez. Bon, certes, on est un peu dans une zone grise. Si vous avez la série originale après chez vous, ça c'est complètement légal. Mais si vous ne l'avez pas chez vous, bon, là, vous êtes un peu dans l'égalité, un peu dans une zone grise. Mais c'est tout à fait possible. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand j'avais dans les 10 ans à peu près, ouais, dans ces eaux-là, je me rappelle, j'avais un, un espèce de mini chez avec cassette et j'écoutais la radio et dès que bah, l'animateur disait quelle musique allait passer, bah, je m'apprêtais à appuyer sur Rec avec ma cassette et j'enregistrais la musique de la radio pour avoir mes cassettes et je faisais mes cassettes audio comme ça avec la radio justement. Et après bah, je mettais ça sur mon Walkman cassette et après bah, j'avais mes musiques que j'avais enregistrées sur la radio. Donc en gros, Arcom, il peut fermer tous les sites de torrent qui existent ou tous les sites de peer-to-peer. Il y aura toujours un moyen de récupérer des DVD, de la musique, etc. Enfin, de façon un peu détournée. Là, je vois qu'en ce moment, ils font un peu la guerre un peu avec tout ce qui est sportif, parce qu'il y a des gens qui vont sur des sites de trucs de streaming, qui détournent, etc., avec la TVIP, et après, ils vont sur des sites, ils regardent justement les matchs de foot et tout. Et donc, bon, là, après, je peux comprendre pour les investisseurs qui investissent des millions, mais disons, si vous avez un compte Netflix, déjà, vous payez tous les mois, déjà, vous payez pour je sais pas combien d'euros, je sais pas combien ça coûte un compte Netflix, mais je crois que c'est 8 euros ou 13 euros de balles. Et en plus, en payant, vous tapez des pubs. Donc en plus, quand vous allez faire l'enregistrement des épisodes des séries que vous regardez, une fois que vous avez le fichier après chez vous, et ben après vous n'avez plus besoin du serveur Netflix, vu que vous l'avez dans votre disque dur. Donc en fait, vous polluez moins. Parce que après, bah, si vous copiez pas, je sais pas, dans 1 an ou 2 ans, vous avez envie de re-regarder Game of Thrones par exemple, bah, vous allez réutiliser le serveur. Et donc vous allez utiliser encore un data center qui va utiliser plein de CO2. Et si tous les utilisateurs faisaient ça, bah, les data centers bah, ils fonctionneraient beaucoup moins. C'est comme, euh, c'est triste à dire, mais la pornographie c'est pareil. Ça prend énormément de bande passante. Moi je suis pour que le YouTube par exemple stoppe ils mettent uniquement sur les comptes premium la résolution de 4K. Que par exemple les utilisateurs qui payent pas auraient une résolution de 1080p par exemple maximum ou 720p par exemple. Et comme ça, bah, au moins, les gens qui payent pas, au moins ils polluent moins. Et les gens qui payent, bah, en fait, bah, en quelque sorte, ils payent pour regarder en meilleure qualité, mais l'argent qu'ils donnent, bah, en fait, en quelque sorte, j'espère en tout cas que les entreprises donnent un peu d'argent pour justement la dépollution, la décarbonisation, ou donnent à des associations qui vont planter des arbres pour créer de l'oxygène, etc. Ou qui ont comment on appelle ça? C'est comme des ventilos qui vont absorber l'air, qui vont filtrer l'air et ils vont filtrer tout le carbone et le CO2. Et donc d'ailleurs après on peut très bien récupérer après le carbone, relâcher l'oxygène, donc casser la molécule de CO2. Donc garder le carbone et relâcher les deux molécules d'oxygène et garder le carbone. Et à partir du carbone, vous mettez comment dire, vous le compressez à une haute pression et vous pouvez créer des diamants à partir de l'air en fait. Et ça se fait, hein, c'est possible, hein. Ils le font bien en laboratoire, donc pourquoi pas. Bon, peut-être la technologie, elle est peut-être un peu chère actuellement, mais qui nous dit dans une trentaine d'années, ce sera peut-être abordable. Il me semble que d'ailleurs, il y avait même une société qui faisait ça. Il me semble qu'ils prenaient justement les cendres d'une personne la compressaient en fait les cendres pour récupérer le carbone qui était dans les cendres, justement pour après créer un diamant. Et en fait, après, tu pouvais monter justement ce diamant-là, le diamant ou enfin, la pierre précieuse qui va se former. Il parlait de diamant en tout cas. Et en fait, c'est bon, c'est un diamant artificiel, certes, mais après, vous pouvez le mettre ça sur une bague. Et par exemple, si c'est votre grand-père, votre grand-mère ou peu importe, ou votre père, bah, ces cendres-là, vous transformez les cendres une personne que vous aimez, de votre famille, vous le mettez en bijou, en diamant sur une bague, et vous aurez toute votre vie le souvenir de votre mère, de votre père, de votre grand-père ou arrière-grand-père sur une bague en diamant, et ce sera éternel, et vous pourrez même léguer ça à vos enfants, peu importe, vos enfants, petits-enfants, peu importe. Et moi je pense que c'est un beau souvenir, ça embellit justement que garder les cendres d'une personne, donc ça embellit. Donc ça donne un bijou. Bon, certes, certaines personnes vont trouver ça un peu glauque, mais moi je trouve ça génial parce que mettre un diamant, un petit diamant sur une bague qui va vous rappeler
la personne que vous avez perdue, euh, justement, ça donne, comment dire, ça, je veux pas, moi, si, ça embellit en quelque sorte la mort de la personne, en fait. La personne, bon, elle est toujours dans votre cœur, dans votre esprit, etc. Mais vous avez quelque chose de palpable, quelque chose, un diamant qui va être sur un bijou et que vous pourrez garder toute votre vie. Parce que des cendres, bah voilà, quoi, vous avez des cendres, il y a beaucoup de gens qui jettent des cendres, par exemple, dans la mer, par exemple, parce que c'était la dernière volonté, etc. Moi, en tout cas, une chose est sûre, moi, tout ce que je veux, moi, si je meurs, on moi, ça me dérange pas, on me prend tous mes organes pour les donner à quelqu'un d'autre si ça peut sauver des vies. Et après, bah, pour le reste de mon corps, s'il n'y a rien d'utilisable après pour le reste, moi je m'en fous. Hein. Vous m'enterrez dans la terre, dans une forêt, moi, bon après c'est pas très légal, mais je m'en fous. Hein. Vous m'enterrez dans une forêt, au moins je vais nourrir les plantes. Et je vais me décomposer et je vais nourrir les plantes et au moins ma mort bah, va être utile pour justement les végétaux. Donc voilà. Euh, donc voilà, bon, je me suis un peu trop éloigné de l'étoile de David. Mais ouais, regardez la géométrie sacrée, c'est très intéressant. Vous trouverez des. Moi j'adore la géométrie sacrée, tout ce qui est symétrique, etc. Et vous allez trouver des trucs assez cool. Donc voilà, je vous fais des poutous, prenez soin de vous. Tchuss.